Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic. Je m'appelle Guillaume, j'aurai le plaisir d'être un de vos animateurs ce soir. On sera très nombreux, puisque vous-même serez très nombreux. On attend des centaines de personnes ce soir pour le dernier week-end du Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic, qui en est cette année à sa 35e édition. Alors, le festival, c'est une belle tradition qui a commencé au début des années 80, et c'est vraiment, vous le savez, hein, c'est une occasion unique d'aller de nuit à l'Observatoire du Mont-Mégantic dans un centre de recherche et d'utiliser un télescope qui, normalement, est dédié à la recherche pour faire l'astronomie à l'œil. Alors, si Dame Nature le veut ce soir, on aura l'occasion de vous montrer des très, très, très belles choses avec le télescope le plus puissant en sol canadien. Mais l'Observatoire, c'est-à-dire le Festival d'astronomie, c'est aussi une occasion pour le public de rencontrer des astronomes. Et ce soir, on a la chance d'avoir un super conférencier invité, c'est Loïc Albert. Alors Loïc, après des études de physique à l'Université McGill, il a complété une maîtrise et un doctorat en astrophysique à l'Université de Montréal, pour ensuite aller travailler pendant 5 ans à Hawaï comme astronome au Télescope Canada-France-Hawaï, astronome résident. Donc il est de retour au Québec depuis 2010. Il travaille à l'Université de Montréal comme associé de recherche. Il est membre de l'Institut de recherche sur les exoplanètes et travaille, entre autres, actuellement sur le projet du télescope spatial James Webb. Et ce soir, Loïc va nous parler de la mission Juno et de la planète Jupiter. Alors, sans plus tarder, je vous invite à l'accueillir chaleureusement, Loïc Albert. Bonjour. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Bon, donc j'ai fait ma maîtrise doc à l'Université de Montréal. J'ai passé beaucoup de temps au Mont-Mégantic à cette époque-là. Et croyez-le ou non, ça fait 13 ans que je n'étais pas revenu ici. Pourtant, c'est à seulement 250 km de Montréal. Et puis, voilà. Donc, je suis ici pour la première fois depuis 13 ans. Je suis vraiment content. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet... c'est pas mon domaine de recherche, je ne suis pas un spécialiste de Jupiter, mais Jupiter, c'est tellement beau les images qu'on reçoit ces temps-ci de la sonde Juno que ça me tentait de vous parler de cette planète-là. Alors, en commençant, je réalise que c'est une conférence, il va y avoir des bouts un peu plus difficiles, des bouts plus simples. Donc, je me mets à la place de quand j'ai commencé mes études. Je ne comprenais pas toujours ce qui se passait dans les cours et dans les conférences. Mais c'est pas grave, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Donc, vous allez comprendre des trucs, puis d'autres, vous n'allez pas comprendre, c'est normal. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Alors, on commence avec Jupiter ici, qui est, comme vous savez peut-être, sûrement, qui est la 5e planète à partir du Soleil, qui est la plus grosse planète, celle-ci, qui est une planète géante gazeuse, et qui est à une distance à peu près 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. D'accord? Et c'est une planète donc, qui est plus grosse que Saturne, plus grosse qu'Uranus, Neptune, et plus grosse que les 4 planètes terrestres. C'est une planète géante gazeuse, et quand on dit une géante gazeuse, c'est qu'il n'y a pas de surface, il n'y a pas de roche à la surface, donc on imagine que si on y était, on pourrait juste couler. Et c'est une planète donc, qui est entièrement faite de gaz, à 99%, le fait des 2 gaz les plus importants, les plus prédominants dans l'univers, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène, c'est un gaz très peu dense qu'on a déjà utilisé pour faire flotter les ballons dirigeables, mais qui malheureusement, au contact de l'oxygène, a tendance à exploser. Donc on ne fait plus les dirigeables avec de l'hydrogène. Maintenant, on utilise de l'hélium, qui est aussi un gaz très peu dense et qui est le 2e gaz le plus abondant dans l'univers. Et donc, Jupiter, qui est né essentiellement de ce que le Big Bang a créé comme atome, nécessairement est donc fait des 2 éléments les plus importants, l'hydrogène et l'hélium. Je l'ai dit, c'est la plus grosse planète. On pourrait mettre côte à côte une dizaine de terres pour faire le diamètre total de Jupiter. Donc, c'est immense. Et si on parle de masse, de quantité de gaz, on parle de 1000 fois la Terre comme masse.
Donc Jupiter, c'est vraiment une planète géante. C'est le prototype d'une grosse planète géante gazeuse. Et ça donne qu'on trouve maintenant autour des autres étoiles des planètes qui ressemblent à Jupiter, qui ont la même masse, la même taille. Et donc Jupiter est comme devenu le gabarit contre lequel on mesure toutes les exoplanètes. On parle d'une Jupiter chaude, quand Jupiter est très proche de son étoile. On parle d'une Jupiter, d'une sous-Jupiter quand elle est moins massive que Jupiter. Et on parle des naines brunes, ces astres qui sont à mi-chemin entre des étoiles et des planètes. On parle de leur masse comme étant 10 fois Jupiter, 50 fois Jupiter. Donc, Jupiter est l'étalon de mesure comme le maître pour mesurer les distances. Pour vous tracer un petit historique de l'exploration de Jupiter, on commence avec la sonde Pioneer 10 qui a fait un premier survol en 1973, l'année de ma naissance, et qui a pris cette première image toute proche de Jupiter, et on voyait évidemment l'œil rouge qui est connu depuis des centaines d'années. Et malheureusement, Pioneer a fait juste un passage. Il s'est rapproché et il a continué. Impossible de s'arrêter rapidement comme ça pour orbiter une planète, à moins d'avoir énormément de gaz pour se freiner. Donc, en passant, l'œil rouge, est-ce que vous savez pourquoi il a la couleur rouge? Oui? Parce que c'est comme des grosses tornades. C'est exactement, c'est vrai, l'œil rouge, c'est un immense tornade, un immense comme ouragan qui tourne, mais qui est à peu près gros comme la taille de la Terre. Tu as tout à fait raison. Par contre, la couleur de l'œil rouge, pourquoi c'est cette couleur-là? C'est pas certain, même de nos jours, on n'est pas absolument certain pourquoi il est rouge, pourquoi il n'est pas vert, pourquoi il n'est pas jaune. C'est qu'il y a des petites particules qui, au contact des rayons ultraviolets du soleil, se transforment, changent de couleur, et puis on pense que c'est ça qui provoque la couleur rouge. En 1981, le sonde Voyageur 1 est aussi passé près de Jupiter. Dans son périple, il a mené de Jupiter à Saturne, puis ensuite aux confins du système solaire. Puis Voyageur 2 aussi est passé près de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En 1989, j'avais 16 ans et j'ai vu à la télévision le passage en direct de Voyageur 2 près de Neptune, qui envoyait ses premières images de Neptune en plein milieu de la nuit à Québec. Et puis c'est ça qui m'a accroché à l'astrophysique, pour faire des études en astronomie. Et qu'est-ce que Voyageur 1 a vu? Elle a pris ses premiers films incroyables de la surface de Jupiter qui tournoie, qui va très très vite. Et on voit aussi des lunes passer rapidement devant Jupiter. Des fois, on voit des petits ici, on voit c'est les 4 lunes de Jupiter. Et donc, on remarque que Jupiter a des vents très très forts à sa surface. D'abord, Jupiter tourne sur elle-même, elle fait une rotation pas en 24 heures comme la Terre, mais en 10 heures, donc c'est très rapide. Puis quand une planète immense comme ça tourne, elle génère beaucoup de courants de convection, et c'est ça qui crée plein de bandes. On voit des bandes ici brunes et blanches. C'est parce que la planète tourne très vite. Et donc, on voit qu'il y a des bandes blanches ici, par exemple, qui se déplacent à 500 km/h. On imagine des vents sur la surface de Jupiter de 500 km/h. Et puis, juste à côté, on a une bande brune qui va dans l'autre sens, à 100 km/h dans l'autre sens. Donc, on a des vents vraiment, des vraies tempêtes, mais qui soufflent sans arrêt. Donc, comme je disais, ces vents-là, ces ceintures-là, ces zones-là, c'est associé à des cellules de convection dans l'atmosphère, de l'eau, pas de l'eau, mais de l'air qui monte et qui redescend. Donc, il y a deux types de bandes. Il y a l'air chaud qui monte de la profondeur de Jupiter, qui est chaud, qui monte et qui produit des nuages blancs, qu'on voit ici en blanc. Et ensuite, cet air-là, qui est rendu plus sec, parce que les nuages se sont formés, redescend et on est dans les parties brunâtres.
Dans les parties brunâtres, en fait, on voit plus profondément dans l'atmosphère de Jupiter. Alors que les parties blanchâtres, on voit vraiment les nuages en très haute atmosphère, très haute altitude. Donc, voici ce que je disais par les cellules de convection. On a l'air chaud qui monte des profondeurs et qui crée des nuages, puis l'air ensuite redescend. Comme sur Terre, on a les mêmes types de cellules. Une autre façon de voir, de confirmer ce que je dis, qu'on voit des nuages en haute atmosphère ou en plus bas, plus profond dans l'atmosphère, c'est de regarder la lumière infrarouge. Et là, c'est le seul lien avec le thème du festival de cette année. On a à gauche Jupiter en lumière visible, puis à droite en lumière infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est de la lumière qui est émise par des sources chaudes. Donc plus c'est brillant, plus c'est chaud, plus c'est brillant ici. Donc on voit que, par exemple, les bandes blanches correspondent à de l'infrarouge aussi, c'est très noir, ce qui veut dire que c'est très froid, alors que les bandes brunes sont là où il y a de l'émission infrarouge très chaud. Donc, quand c'est très froid, c'est parce que c'est en haute altitude, on a des nuages en haute altitude qui sont froids, et quand c'est très chaud, c'est qu'on voit plus profondément dans la planète où il fait vraiment chaud. Donc, c'est la même chose, c'est la même technique qu'on utilise sur Terre pour identifier les nuages. On voit que ici, on voit les États-Unis, le Canada, le Québec, qui est en rouge, qui est plus chaud parce qu'on est plus près de la surface. Puis en haute altitude, en bleu, à moins 60 degrés, on a les nuages. Donc, c'est la même chose pour Jupiter. Ensuite, il y a eu une troisième sonde qui s'appelle Galileo, qui a, cette fois-ci, s'est mis en orbite autour de Jupiter et a pris des super clichés de toutes les lunes et de Jupiter même. Donc, ici, c'est une sonde. Galileo était constitué de deux parties. Une sonde qui a plongé directement dans l'atmosphère de Jupiter pour prendre des mesures, et un orbiteur qui prenait des images en se promenant autour du mini-système solaire qu'est Jupiter. Donc, on a des superbes photos. On a Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui sont les 4 grands satellites. En fait, chacun de ces satellites-là, ces deux-là, ils sont plus gros que la Lune, en fait, que notre Lune. Donc, Galileo a pris des super images de l'œil rouge. On a même détecté des éclairs dans l'atmosphère de Jupiter. Donc, ce qui montre qu'il y a effectivement des orages, des nuages qui se forment comme on le pensait. On a même détecté un petit anneau très très faible, fait de poussière. Donc, un peu comme Saturne. Et on sait maintenant que les 4 planètes géantes ont des anneaux. Et voici des superbes images des 4 satellites galiléens découverts par Galileo en 1610. Donc, à droite, je vais revenir ici. Io, ici, c'est la Lune qui est la plus proche de Jupiter, qui tourne très près de Jupiter. Et Voyageur a découvert un volcan, en fait plusieurs volcans. Ça, c'était une des découvertes les plus étonnantes à cette époque-là. Et donc, on voit ici des volcans actifs encore. Donc, le seul corps du système solaire où il y a des volcans à part la Terre, et puis Vénus et Mars, mais qui sont éteints. Et donc, maintenant, en 2016, est arrivé Juno, une quatrième sonde, et elle aussi s'est mise en orbite autour de Jupiter. Mais cette fois-ci, pas question d'étudier les lunes et puis de faire un relevé général. Non, on veut répondre à des questions précises sur Jupiter. Comment s'est formé Jupiter? De quoi est faite son atmosphère? Comment fonctionne sa magnétosphère? Et donc, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, voici Juno orbite autour de Jupiter sur une longue orbite elliptique qui prend 50 jours à compléter et qui passe très très proche de la surface de Jupiter ici. Je vais vous montrer une autre animation. Donc, on a Juno aussi qui trace ses orbites. On voit par référence les lunes de Jupiter. Et pendant que Juno est très très proche de Jupiter, c'est là qu'elle peut prendre les meilleures images et prendre les mesures les plus précises
de la gravité et de l'atmosphère de Jupiter. Donc, une autre façon de voir, ce passage rapproché-là, il dure à peu près 8 heures. D'accord? Et c'est sur une orbite polaire aussi, c'est ça que je n'ai pas dit, mais pour la première fois, on a mis une sonde sur une orbite polaire, c'est-à-dire qui passe au-dessus des 2 pôles de Jupiter. Avant, on restait dans le plan où les lunes orbitent. Là, on est sur les pôles pour mieux mesurer la gravité, puis mesurer s'il y a un cœur de roche dans Jupiter. Donc, au courant de la mission, il va y avoir une trentaine d'orbites comme ça qui vont être faites. Là, on est rendu à 13. Et chacune des orbites va passer à une longitude différente, donc va couvrir essentiellement toute la surface de Jupiter. Et voici les images d'une première passe, en fait. Donc on voit, on passe au pôle, on se rapproche, on descend, on se rapproche de plus en plus. Et là, on est rendu très près. Là, c'est au plus proche, on commence à se rééloigner. On est rendu à l'autre pôle, au pôle sud ici. Donc, comme ça c'est un périjove, en fait, un passage rapproché de Jupiter. Et ça fournit plein d'images comme ça. On peut les faire une mosaïque, et ça donne ici ces superbes images, avec, regardez, les nuages ici. Pour la première fois, on voit très, très, très bien les nuages sur Jupiter. Une autre vue, en zoom. Donc, on voit ici les nuages sur Jupiter. On se doutait qu'ils étaient là, mais là, on les voit vraiment. Et pour vous donner une idée, les nuages ici, c'est à peu près la taille de toute la Terre. Donc, on a affaire à des immenses systèmes nuageux. Un autre passage qui a été fait a donné une autre image ailleurs. Donc, on voit plein de plus petits nuages dans une bande blanche. Toutes sortes de structures étranges. Ici, un autre ouragan, comme tu disais tantôt, là, qui est là. Donc, on peut se poser la question de quoi sont faits ces nuages-là? Est-ce que c'est des nuages de glace comme sur Terre? Les nuages qu'on voit sur Terre sont faits soit de gouttelettes d'eau, soit de cristaux de glace d'eau. Mais il y a d'autres sortes de produits chimiques qui peuvent produire des nuages. Jupiter, à la surface de Jupiter, c'est très froid, beaucoup plus froid que sur Terre. Donc, ça permet à certains composés, comme l'ammoniac, de devenir liquide ou de former des petits cristaux pour former des nuages. Et on pense que tous ces nuages-là sont en fait des nuages de glace d'ammoniac. L'ammoniac, pour les gens qui font le ménage chez eux, c'est un produit qu'on utilise pour nettoyer les vitres. Hein? Donc, c'est toxique pour les humains. Donc, je vous parlais qu'il y a plusieurs passages, plusieurs périjoves qui se produisent. À chaque fois, ici, c'est une mosaïque de toutes les images qu'on a à chaque passage rapproché de la sonde. Ici, on a passé devant l'œil rouge de Jupiter. Et voilà, donc tout ça, ça permet aux scientifiques de faire des superbes images et d'étudier les nuages de Jupiter. Ici, donc je vous disais tout à l'heure que la sonde Juno passe au-dessus du pôle, et là on a une photo, et ça fait la couverture des magazines scientifiques Science ou Nature. Donc c'est la vue du pôle sud de Jupiter, et donc on voit c'est complètement différent de ce qu'on voit quand on regarde Jupiter de côté, c'est la vue normale qu'on a depuis la Terre ou avec les autres sondes. Et là on voit que la couleur est beaucoup plus bleutée. Il y a plein de ces ouragans, ces cyclones, chacun ayant à peu près la taille de la Terre. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, à vrai dire, on ne sait pas exactement, moi en tout cas, je ne sais pas, puis de ce que j'ai lu de la littérature, on ne sait pas encore très bien expliquer tous ces trucs-là. Une des choses qui est incroyable, c'est que vous voyez,
les tempêtes qui sont près du pôle, en fait, sont presque immobiles. C'est-à-dire qu'elles restent toujours à la même place. Il y a eu plusieurs passages et elles sont toujours là, dans la même configuration. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on a un zoom du pôle sud. Donc, on voit que le pôle sud, c'est là où il y a les petites croix rouges. Puis, on voit qu'il y a 5 cyclones qui sont là. Ben, ils étaient là entre le Périgove 1 et le Périgove 4. Ils n'ont pas bougé. Donc, c'est quelque chose qui est statique, qui est toujours là. Pourquoi? Je ne sais pas. Au pôle Nord, en fait, il y a un peu la même chose qui se produit. Il y a 4 cyclones importants. En fait, 8, si on regarde bien entre les deux. Il y en a vraiment 8 qui restent là, qui ont été présents entre le périgove 6 et 9. Donc, chaque périgove, c'est 50 jours. Ça veut dire que ça a duré au moins 200 jours avec les cyclones qui restent à la même place, sans vraiment bouger. Donc, d'un point de vue scientifique, on fait de l'astrophysique, on veut répondre à des questions scientifiques. Il y a 3 grands objectifs qui nous intéressent avec Juno. Cartographier l'atmosphère, mesurer la gravité pour trouver ou pas un cœur rocheux au cœur de la planète et mesurer le champ magnétique. Donc, je vais regarder combien de temps il me reste. Il me reste à peu près 20 minutes pour vous expliquer ces questions-là. Et je vais commencer par cartographier l'atmosphère. Donc, vous avez déjà vu plusieurs photos. C'est une façon de cartographier le dessus de l'atmosphère. On prend des photos, puis on voit à quoi ressemble le dessus de l'atmosphère. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui se passe un peu plus profondément dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a aussi ces mêmes structures? Est-ce que le gaz est partout uniformément distribué ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de gaz ou de l'autre? Et donc, à bord de Juno, donc pour commencer, je vous explique que dans l'atmosphère de Jupiter ou dans l'atmosphère de la Terre, plus on est profond, plus il y a de la pression, donc plus il fait chaud, plus l'atmosphère est chaude. Et plus on monte, plus ça se refroidit. Donc imaginez que si vous avez ici un gaz qui est chaud, et là quand on fait monter, à un moment donné, il va se condenser. Il va former des gouttelettes, par exemple, d'eau ou des cristaux de glace à 0 degré Celsius. Mais si on a un gaz différent que l'eau, lui, son point de congélation est peut-être à une température plus basse. Et donc, par exemple, l'ammoniac, lui, devient solide à moins 100 degrés Celsius. Donc, dans l'atmosphère de Jupiter, on s'attend à ce que profondément, à 80 km sous la surface, on ait des nuages d'eau. Okay? Mais on ne les voit pas, ils sont trop profonds. Puis, vraiment haut, on s'attend à 10 km sous la surface à avoir des nuages d'ammoniac. D'accord? Et donc, c'est effectivement ce qu'on voit ici, c'est des nuages d'ammoniac. Et les nuages d'eau sont beaucoup plus profondément, ils sont cachés, on ne les voit pas. Une autre façon de voir comment se distribue l'ammoniac, c'est de prendre des ondes millimétriques et d'observer à l'intérieur. Donc, et on voit ici une carte de la distribution de l'ammoniac dans l'atmosphère de Jupiter. Donc, on a ici la surface. Ici, on a à 350 km de profondeur. Et on essaie de... Donc, je vais vous expliquer, en fait, rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, là où c'est très rouge, l'ammoniac est uniforme. Donc, dans les profondeurs de Jupiter, l'ammoniac est distribué uniformément, comme on s'attendait. Puis, en haute altitude, en fait, il n'y a presque plus d'ammoniac. Qu'on voit en bleu, c'est quand il n'y en a presque plus. Et ce qui nous a vraiment surpris, ça a été de découvrir ici cette espèce de doigt d'ammoniac. L'ammoniac est concentré. On ne s'y attendait pas du tout. Okay? On croyait qu'il y aurait une surabondance d'ammoniac près des nuages d'ammoniac à 10 km de profondeur. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une espèce de doigt comme ça qui, pour une raison encore inexpliquée, existe. Et puis, cette structure-là est persistante. D'un périgove à l'autre, on mesure la même chose. Donc, on dirait qu'il y a un mélange spécial d'ammoniac qui se fait. Et donc, là, maintenant, il faut l'expliquer. Et puis, c'est dans les prochaines années que quelqu'un va peut-être arriver à trouver une théorie pour expliquer ça.
Donc, on voit que n'importe quelle sonde apporte des réponses, mais surtout apporte des questions. Aujourd'hui, je vais surtout vous donner des questions, en fait, je pense. Deuxième objectif, mesurer la gravité de Jupiter. Pourquoi est-ce qu'on voudrait mesurer la gravité de Jupiter? Tiens, est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'on est intéressé à mesurer la gravité de Jupiter? Je vais vous faire participer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je désignais un volontaire. Okay? Si on veut mettre quelque chose en orbite, c'est bien de savoir quelle masse c'est fait. Effectivement, c'est une très bonne réponse. Oui? Pour savoir la courbure de l'espace-temps, oui, tu as lu de la science-fiction, je pense, mais oui, c'est une façon de mesurer. La courbure de l'espace-temps est très faible autour de Jupiter, mais effectivement, on pourrait savoir c'est quoi la courbure de l'espace-temps. Monsieur? Savoir s'il y a un noyau, quelle serait la matière de ce noyau-là? Oui. Donc, c'est la réponse à laquelle... oui. Donc, est-ce que au centre de Jupiter, il y aurait un noyau rocheux? Je vais vous expliquer pourquoi on s'attendrait à ce qu'il y aurait peut-être un noyau rocheux dans Jupiter. Et pour ça, il faut simplement faire des petits schémas de formation du système solaire. Oui! OK. Merci. Merci, Guillaume. OK, alors, avec deux mains, ça va mieux. OK, alors, comment est-ce que le système solaire s'est formé? Et pourquoi on s'attend à ce que Jupiter ait un noyau rocheux? D'abord, le système solaire, c'est au départ un grand disque de gaz et de poussière qui orbite l'étoile, le Soleil, fraîchement formé, qui vient tout juste de se former du disque de gaz et de poussière. Donc, on a juste les restants vraiment de la formation du Soleil qui orbite autour du Soleil. Donc, tout tourne. Et il y a des petits grumeaux, on pense, qui se forment à partir des petits grains de poussière qu'il y a dans la nébuleuse. Et ces petits grumeaux-là, j'en ai mis 3 ici, ben, ils vont grossir. Ils vont grossir de plus en plus et, à un moment donné, ils vont être tellement gros qu'ils vont pouvoir attirer le gaz qui se trouve aussi dans la nébuleuse. Donc, les gros morceaux vont pouvoir attirer le gaz, mais les petits ne pourront pas. Donc, on va arriver à produire des planètes soit complètement rocheuses, sans gaz, qui sont trop petites pour avoir accrété du gaz, ou des planètes gazeuses. Et donc, à ce stade-ci, il y a une masse critique de roches qui, à un moment donné, une fois qu'on atteint une certaine masse, ça devient comme un effet boule de neige, avalanche, qui se produit, puis là, on commence à accréter plein de gaz. Donc, il faut dépasser ce seuil de masse-là pour arriver à attirer du gaz sur la planète. Donc, c'est comme ça qu'on pense que Jupiter, en fait, s'il est si gros, si massif, c'est qu'elle avait au départ un cœur rocheux suffisamment gros, et on pense de 5 à 10 fois la taille de la Terre. Donc, on pense qu'il y a un cœur rocheux de 5 à 10 fois la taille de la Terre. Donc c'est ça. Donc, on pense qu'il y a un cœur rocheux entouré d'hydrogène métallique liquide. Okay? Vous connaissez tous ça, l'hydrogène métallique liquide? Non. Faites-vous-en pas. Même les experts ne connaissent pas vraiment ça. C'est l'état de la matière de l'hydrogène. C'est un modèle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu vraiment vérifier ça. L'hydrogène deviendrait métallique, c'est-à-dire qu'elle serait suffisamment... l'hydrogène serait liquide parce qu'elle est compressée. C'est un gaz qui s'est compressé. Donc, le liquide, ça va. Mais métallique parce qu'il deviendrait conducteur, en fait, de l'électricité. Et ça se produit seulement sous des pressions de 2 millions de fois la pression atmosphérique sur Terre.
Et il n'y a pas vraiment de laboratoire sur Terre qui puisse reproduire exactement ça pour étudier la matière pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes. On peut produire ça pendant des fractions de secondes. Donc, c'est difficile d'étudier cette matière-là dans les labs. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un modèle ou c'est un peu une théorie, mais c'est le plus proche. Les gens qui en connaissent le plus arrivent à cette conclusion-là. Donc, cet hydrogène métallique-là est liquide et ça constitue la majeure partie de la planète. Et ensuite, à l'extérieur, il y a l'hydrogène moléculaire, qui est quelque chose qu'on connaît mieux, comme dans le ballon de dirigeable. Donc, je pense que c'est mon seul graphique de toute la présentation. Si vous ne savez pas c'est quoi un graphique, c'est 2 axes. OK? Et donc, pour ceux qui savent ce que c'est un graphique, on a ici la densité en fonction du rayon. Donc, ici, à la surface de Jupiter, la densité est très, très faible. Okay? On est au nuage. Et au cœur, la densité est élevée parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un cœur rocheux. D'accord? Et ce que Juno montre, c'est qu'en fait, ça suit la courbe rouge. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un cœur rocheux très, très, qui a 0,2 fois le rayon de Jupiter qui se produise, mais c'est pas ça. C'est une très grosse surprise. Jupiter n'a pas de cœur rocheux. Okay? Est-ce que ça remet en question la formation de Jupiter? Peut-être un peu, oui, c'est possible. Mais c'est peut-être aussi que l'intérieur de Jupiter est plus compliqué, plus complexe que ce qu'on pensait avec notre modèle simple de seulement un corps rocheux. Et probablement que c'est effectivement que la physique de cet hydrogène-là est beaucoup plus compliquée à comprendre. Et donc, il y a en fait des processus de diffusion. Le cœur rocheux ici se mélange avec l'hélium métallique liquide et ça se dilue dans l'hydrogène métallique liquide. Donc, la roche est diluée plutôt que d'être restée en un seul cœur rocheux. C'est ce qu'on croit. Donc, ça, si vous avez une chose à retenir, c'est que Jupiter n'a pas de cœur rocheux, ou que s'il y en avait un, il s'est dilué un peu à l'intérieur. Donc, c'est une première surprise de la sonde Juno. Troisième objectif, mesurer le champ magnétique. Et là, ça va être le fun. Vous allez connaître ce que c'est qu'un champ magnétique. Savez-vous ce que c'est qu'un champ magnétique? Un champ magnétique, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil. On n'a pas des yeux qui peuvent voir les aimants ou les champs magnétiques. En laboratoire, on peut reproduire ce qu'on pense être le champ magnétique de Jupiter. Un champ magnétique, ça se produit quand il y a des atomes, quand il y a des particules chargées qui bougent. En fait. Par exemple, dans une loupe, ici, dans une boucle, okay, si on met du courant dans le fil métallique, il y a des électrons qui se déplacent. Et les électrons, en se déplaçant, produisent un champ magnétique dipolaire, donc perpendiculaire. Okay? Donc ça, c'est la théorie. Et en laboratoire, vous allez voir ce que ça donne. Donc au début, évidemment, j'ai tout volé ça sur YouTube. Et je n'ai pas montré les crédits, mais il y a des gens qui ont travaillé fort pour faire cette vidéo. Donc on voit une loupe de plein, et là on saupoudre des petites particules de fer qui sont des petits aimants en fait. Okay? Il y en a partout, qui sont toutes un peu partout, n'importe où aléatoirement. Il n'y a pas d'organisation, ils sont toutes aléatoires. Et là, on va appliquer un champ magnétique, on va pas appliquer le champ magnétique, on va faire passer des électrons là-dedans pour construire un champ magnétique. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, il y a plein de petits aimants ici, partout, des petits morceaux de fer. Et là, on voit qu'en passant du courant, tous les petits aimants s'alignent selon les lignes du champ magnétique. Okay? Donc, ça fait une espèce de... Ici, au centre, ça fait comme des lignes parallèles. Puis sur les côtés, ça fait des cercles. Okay? Ça, c'est les lignes de champ magnétique. Donc, c'est vraiment... Et c'est pour un dipôle. Et on pense que Jupiter fonctionne comme ça. Jupiter tourne très rapidement sur elle-même en 10 heures. À l'intérieur, je vous l'ai dit, il y a de l'hydrogène métallique liquide. Donc, métal, ça veut dire que dans un métal, les électrons peuvent bouger. Donc, des particules chargées peuvent bouger et créer, comme dans notre fil, un champ magnétique. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais passer à la prochaine
Donc ici, on voit un petit schéma en violet de c'est quoi les lignes de champ magnétique. Okay? On voit qu'il y en a partout. Et en fait, c'est très, très grand dans l'espace. C'est immense. La Terre aussi a un champ magnétique. Et si on pouvait voir le champ magnétique avec des yeux qui étaient capables de voir le champ magnétique, puis on regarde ici Jupiter à côté de la Lune, ça donnerait ça. Ce serait très, très grand. Ce serait immense, en fait. Ce serait aussi grand que la Lune. Le champ magnétique de Jupiter est vraiment immense. Et donc, Juno, en faisant des passages rapprochés, passe à travers les lignes de champ magnétique. C'est une autre raison pour laquelle on l'a mis sur une orbite polaire, c'est pour pouvoir passer à travers chacune des lignes du champ magnétique. Et là où les lignes sont très, très, très rapprochées, le champ magnétique est beaucoup plus intense. Donc, au pôle, le champ magnétique est très intense, et à l'équateur, très peu intense. Et donc, Juno a fait une carte de l'intensité du champ magnétique. Et voici ce que ça donne. Donc, on voit que ça cadre très bien avec notre modèle, c'est-à-dire qu'au pôle, on a du champ magnétique très intense, aux deux pôles, puis à l'équateur, c'est peu intense. Donc, si je fais un zoom de ça, on a nos deux pôles qui sont à 20 fois le champ magnétique terrestre de chaque côté, mais à deux polarités différentes, moins et plus. Mais la grande surprise de Juno, c'est d'avoir aussi trouvé d'autres régions où il y a du champ magnétique intense. Ça, c'était complètement inattendu. C'est une découverte. Alors, comment expliquer l'existence d'autres tâches où il y a du champ magnétique intense? Bien, ça veut dire que probablement, quelque part sous la surface de Jupiter, il y a d'autres courants de particules chargées que simplement le courant de rotation. Là. Il doit y avoir d'autres courants dans d'autres orientations qui produisent ces champs-là. C'est encore un nouveau domaine d'étude parce que ça reste à expliquer encore. Donc, j'avais inséré ça, j'aurais peut-être dû l'insérer avant. Est-ce que vous pouvez me nommer une particule chargée électriquement? Une particule électron. Électron, c'est la particule chargée la plus connue. Proton, c'est positif, électron est négatif. Et est-ce que vous en avez d'autres? Les quarks, c'est vrai. Les positrons. Positron, oui, un électron chargé positivement, un anti-électron. Donc, dans la nature, en fait, chaque particule, ou presque toutes les particules, ont une charge électrique, puis elles s'assemblent ensemble pour soit former une particule positive, négative ou neutre. Dans le cas de Jupiter, on parle seulement des électrons et des ions, c'est-à-dire un hydrogène dont on a enlevé un électron, ou un hélium où on a enlevé un électron. Et voici une autre façon maintenant de représenter le champ magnétique de Jupiter. Donc, imaginez que vous avez des lignes de champ magnétique, puis là, il y a des particules chargées qui ont été envoyées par le Soleil en direction du système solaire, en direction de Jupiter. Et ces particules-là ont des très grandes vitesses, beaucoup d'énergie. Elles vont venir tournoyer le long des lignes de champ magnétique, puis percuter l'atmosphère de Jupiter. On a ça sur Terre aussi. Dans le cas de Jupiter, vraiment, on le voit très bien. Et quand les particules entrent en collision avec l'atmosphère, ça produit de la lumière ultraviolette, okay? Entre autres. Et c'est ce qu'on voit ici sur la sphère représentée. On voit l'émission ultraviolette causée par des particules chargées qui sont venues en collision avec l'atmosphère. On voit un anneau. Okay? Ici, on a la même chose, mais sous une autre représentation de couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en blanc, c'est les particules qui viennent du Soleil, qui viennent entrer dans l'atmosphère de Jupiter. Mais ce qui est nouveau, ce qui est en rouge, c'est des particules, en fait, qui viennent, on pense, de Jupiter elle-même. Il y a des particules chargées qui remontent des pôles et qui produisent cette lumière-là. Comment, par quel processus, on ne sait pas. Et un autre point intéressant, donc je devrais faire des animations, oui. C'est que, vous voyez ici, il y a, on l'a vu comme une fraction de seconde, ici, il y a vraiment un point beaucoup plus intense d'ultraviolet, puis c'est en fait lié à la Lune Io. Okay? C'est Io qui, vous vous souvenez, Io c'est la Lune qui a un volcan puis qui envoie des particules. Elle envoie des particules
vers Jupiter, et puis ça vient le long du champ magnétique, donc des particules de soufre, et puis ça vient le long du champ magnétique, et puis ça vient produire cette aurore-là ici. Donc, en fait, chacune des lunes de Jupiter produit un petit effet, produit un petit point ici sur l'épaule de Jupiter. Donc, je l'ai dit, c'est le même phénomène que sur Terre, c'est des aurores boréales qu'on voit à la surface de Jupiter. Et donc, je vais vous laisser sur cette animation-là de c'est quoi une aurore boréale sur Terre. Ça, c'est en temps réel. C'est en Islande. Donc, c'est vraiment très spectaculaire. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Loïc. Ça donne le goût d'aller voir les aurores sur Jupiter. En vrai, ça doit être assez spectaculaire, merci. Oui, oui. Je crois qu'il y avait déjà une question ici, monsieur. Oui. Oui, on a fait. Oui, alors, monsieur dit qu'il y a 12 lunes qui ont été annoncées. On va prendre une version. Et à la fin, j'avais une petite diapo. Il y a effectivement une découverte qui a été annoncée cette semaine, que des chercheurs ont découvert 12 nouvelles lunes. Voilà. 12 nouvelles. OK. Jupiter est vraiment un mini-système solaire en tant que tel. Jupiter, jusqu'à présent, avait une soixantaine de lunes identifiées. Il y en a 4 principales qui ont été découvertes par Galilée en 1610 et qui sont ces quatre-là, qui sont sur ces orbites-ci en mauve, on voit à peine. Et puis ensuite, les sondes spatiales Voyager, Pioneer en ont découvert d'autres, plus petites, quelques centaines de kilomètres. On en voit avec le télescope Hubble du sol, quand on prend des pauses très longues, on peut maintenant découvrir des nouvelles lunes. Et là, ce qui a été annoncé cette semaine, c'est qu'il y a ces nouvelles lunes-là ici qui sont en rouge, okay, qui ont été découvertes, une douzaine. Donc, ce qui porte le total, je pense, 79. C'est écrit quelque part? Non, mais c'est 79, ouais. 79 lunes, ok? C'est vraiment beaucoup. Mais ce qui est vraiment particulier avec ces nouvelles lunes-là, c'est qu'elles orbitent dans le sens inverse par rapport à... Alors, on a les planètes, les lunes galiléennes, les autres ici, puis là, toutes celles-là orbitent dans le sens inverse, sauf une, la verte, qui orbite dans le bon sens, en prograde. Donc, dans l'article, on disait que l'éventualité qu'il y ait une collision bientôt est forte. Ben, OK. Alors, ce qu'on a découvert, c'est des lunes qui sont minuscules. C'est 1 kilomètre, là. C'est minuscule. Donc, elles reflètent vraiment très, très peu de lumière. Donc, c'est très difficile de les voir, juste de les détecter. Il faut un gros télescope. Ça a été fait avec le télescope Magellan, le télescope au Chili, qui fait 6,5 mètres. Et le Blanco aussi. Et le Blanco, oui, ça, c'est le... Effectivement, je ne savais pas que le Blanco avait participé. Oui. OK, je croyais. Bon, donc, ça a été fait. Ça, c'est un 4 mètres de diamètre. Et donc, ils ont exposé longtemps. Puis c'est avec une nouvelle caméra aussi qui a un très, très grand champ de vue. Puis, ils étudient la matière sombre dans l'univers. Et puis, un des sous-produits de ça, c'est de produire des belles images très profondes où on peut chercher ce genre de lune-là. Les voyages qui ont étudié Jupiter ont passé à quelle distance de la surface? C'est une bonne question. À quelle distance les sondes ont-elles passé? Pioneer est passé à plusieurs millions de kilomètres. Voyager aussi, du même ordre. Galileo, qui était la première sonde à entrer en orbite, a dû passer est restée, en fait, éventuellement, elle est allée sur Jupiter, elle est morte sur Jupiter, pour ne pas contaminer par des microbes des lunes de Jupiter, mais elle est passée assez loin, elle était loin de Jupiter. Donc des centaines de milliers de kilomètres, 1 million de kilomètres, la magnétosphère et puis
les ceintures de radiation sont tellement fortes que ça détruit l'électronique des sondes. Donc, on essaie de rester loin. Alors, Juno, elle, par contre, elle passe, j'ai oublié le chiffre exact, là, mais c'est de l'ordre de dizaines de milliers de kilomètres. Donc, c'est très proche, là. C'est très proche de Jupiter. Mais comme elle passe très vite, elle est affectée pendant seulement 8 heures par les radiations. Donc, elle va pouvoir survivre assez longtemps. 4000 km. Combien? 4000 km. 4000 km, c'est rien. 4000 km, c'est vraiment rien. Il y avait... Derrière, complètement. Oui. Vous avez demandé la pertinence de calculer la gravité ou savoir s'il y avait un champ de gravité. Mais c'est quoi la pertinence de savoir s'il y a un champ magnétique? C'est, OK. Ouais. C'est quoi la pertinence d'étudier le champ magnétique? C'est une bonne question. Honnêtement, moi-même, c'est la partie que je trouve un peu moins intéressante. C'est un peu plus ésotérique comme phénomène, le champ magnétique. Mais en fait, la partie intéressante, c'est que c'est une autre façon différente de sonder l'intérieur de Jupiter pour savoir comment se distribue la matière dans Jupiter. Je vous ai dit que habituellement, on sait que dans la région d'hydrogène métallique liquide, il y a des électrons qui tournent et ces électrons-là produisent un champ magnétique. Okay? Donc, sachant la structure, on peut deviner à quoi va ressembler le champ magnétique. Mais si on regarde vraiment attentivement les détails du champ magnétique, on peut faire le processus inverse et arriver à trouver comment se distribuent les électrons, comment se distribue l'intérieur de Jupiter. Et ça, c'est déjà plus intéressant pour savoir comment est constitué Jupiter. Donc, c'est vraiment l'idée derrière l'étude de la magnétosphère de Jupiter. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. J'encourage les très jeunes aussi à poser des questions. J'ai une question sur une de tes diapos. Ouais. Le pôle sud et le pôle nord avec l'ouragan. Ouais. Les tornades, tout ça. Du côté gauche, du côté droit, il y avait des carrés avec des ouragans, puis le centre était noir. Le centre était noir, oui, c'est vrai. Donc, est-ce que vous avez compris la question? Oui. Bon, ben, c'est tout simplement parce que c'est l'hiver au pôle Nord, sur Jupiter en ce moment. Donc, il n'y a pas de lumière réfléchie qui vient directement du pôle. Est-ce que la gravitation de la satellite Oui. Oui. Est-ce que le fait qu'il tourne, c'est par gravitation qui poursuit sa course? C'est motorisé. Non, c'est par gravité. Donc, le point de vue du magnétique. Pour. La gravitation, c'est magnétique. C'est pas la même chose. La gravitation puis le magnétisme, c'est deux forces de la nature qui sont. Deux des 4 forces élémentaires de la nature. OK? Les 4 forces. OK, alors il y a la force de gravité. C'est la plus mystérieuse, en fait, la force de gravité. Il y a la force électrostatique, les charges, le magnétique et tout ça. Il y a la force faible, la force forte qui agissent pour c'est mes cours de physique de niveau bac. La force faible, c'est pour... je me souviens plus. La force forte, c'est pour retenir les noyaux ensemble. Les noyaux d'atomes ensemble. Oui, c'est ça. C'est une force qui... Regardez, dans un atome, il y a, disons, dans un atome d'oxygène, il y a 8 protons, 8 neutrons. Les protons sont chargés positivement. Les choses qui sont très, très, très proches l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ne se n'explosent pas, en fait? Parce que c'est des charges positives collées l'une contre l'autre. La force électrostatique dirait, ils vont se fuir vraiment rapidement. Oui. Donc, merci. Mais en fait, il y a une force que quand les trucs avec la même charge sont très très proches, il y a une force, la force forte, qui permet de se coller ensemble. Qui dépasse la force de répulsion électrostatique. Ça, on l'a appris en faisant des collisions de particules dans les accélérateurs de particules. La Terre, c'est pas comme un aimant? Je vais y revenir. OK, je vais revenir à ça. On a une question? Mais pourquoi les tornades ne bougent
Pourquoi les tornades au pôle ne bougent pas? Regarde, si tu es intéressé à l'astrophysique et à l'étude de Jupiter et du système solaire, tu pourrais peut-être être celui qui va répondre à la question. C'est pas une blague. C'est pas évident. En fait, moi, je ne sais pas, dans mes brèves lectures que j'ai faites sur le sujet, on n'avait pas de réponse à ça. Probablement que, en fait, d'ici quelques années, il y a des gens qui vont trouver des réponses, mais c'est super étonnant. C'est ça, c'est le processus scientifique, on ne sait pas, on va chercher et puis on va essayer de trouver une réponse à ça. On a une question ici. Oui? Ça prend combien de temps à Juno pour envoyer les photos? Ça prend combien de temps pour recevoir les photos? Combien de temps est-ce que ça prend pour une photo de Juno de partir de la sonde et nous arriver sur Terre? C'est une bonne question. Ça prend la vitesse de la lumière. L'information voyage à la vitesse de la lumière et puis, je vous ai dit que Jupiter est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Donc, c'est à peu près 5, ce qu'on appelle unités astronomiques, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil. Et la distance entre la Terre et le Soleil, ça prend 8 minutes entre les rayons du Soleil et à atteindre la Terre. Donc, fois 5, donc c'est 40 minutes. Donc, Juno nous envoie une photo, ça voyage sous forme de 1 et 0 dans l'espace, et puis ça nous atteint 40 minutes plus tard. Donc, ça prend 40 minutes pour envoyer un message. Et ensuite, 40 minutes si on veut envoyer un message à Juno. Je voulais savoir avec l'information, savoir si ce noyau rocheux ou pas. Oui. Vu qu'ils ont trouvé que probablement c'était un noyau rocheux, est-ce qu'il y a une autre possibilité de formation d'une planète autre que celle que le noyau s'est trouvé? Oui, alors, c'est une bonne question encore. C'est que, est-ce qu'il y a un autre scénario qui pourrait produire une Jupiter, mais sans corps rocheux? Et effectivement, il y a un scénario qui ressemble à la formation d'une étoile, en fait. Okay? On prend une étoile qui parle. On ne pense pas qu'il y ait un corps rocheux au centre du Soleil, par exemple. On sait qu'il n'y en a pas. Qui serait complètement vaporisé. Mais on pense que, à la différence d'une planète, une étoile, ça se forme à partir d'un nuage de gaz qui est suffisamment grand pour tout se contracter et former juste une boule de gaz. Okay? Une planète, ça doit ensuite se fabriquer à partir des restants de la boule de gaz, mais aussi des restants de poussière. Mais en fait, peut-être que Jupiter s'est aussi formé un peu comme le Soleil, comme une étoile, c'est-à-dire c'est directement effondré à partir du nuage de gaz où il n'y avait presque pas de poussière, en fait. Il y avait beaucoup plus de gaz que de poussière. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais alors c'est ça. Est-ce que Jupiter, on voit dans 2001, 2010, c'est de l'espace que à la fin, Jupiter, je vois le pas de punch, devient un soleil. Hein? Puis, en fait, non, la masse de Jupiter est trop faible pour jamais devenir jamais produire la fusion nucléaire pour devenir un soleil. Il faudrait qu'elle pèse 73 fois plus pour pouvoir faire ça. Mais ça n'empêche pas que la nature, elle ne sait pas si une boule de gaz va devenir suffisamment massive pour devenir une étoile. Elle peut quand même produire des astres moins massifs qu'une étoile. On les appelle des étoiles ratées, c'est des naines brunes. Et puis, donc, avec des processus similaires de formation similaire à une étoile. Donc, autrement dit, une planète, il y a différents scénarios qui existent pour former des planètes. Et puis, peut-être qu'on est en train de dire qu'il y a un scénario qui doit être rejeté, c'est-à-dire faire une boule de roche pour ensuite accréter du gaz. Peut-être que ça doit être mis de côté pour favoriser une formation d'une planète comme une étoile, c'est-à-dire directement à partir du gaz. On va devoir s'arrêter là-dessus, puisqu'il est très, très, très bientôt l'heure d'une autre présentation, la présentation infrarouge, qui, dans 3 minutes, va être faite pour les gens des groupes A et B. Si vous ne faites pas partie des groupes A et B, vous pourrez profiter des salles d'exposition dans les prochaines minutes et peut-être même commencer déjà de l'observation devant l'Astrolabe. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Loïc.